Le 15 septembre 1990, Michèle Laroche, institutrice de 35 ans, quitte Lyon au volant de sa Peugeot 205 bleue pour se rendre à Marseille. Elle ne reviendra jamais. Sa voiture sera retrouvée abandonnée sur une aire de repos de la route nationale 7, portière déverrouillée, clé sur le contact, sac à main intact sur le siège passager. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun indice. Pendant 16 longues années, sa disparition demeurera un mystère complet pour les enquêteurs et sa famille. Jusqu'à ce jour de février 2006, où Colette Laroche, la sœur de Michèle, agonisante dans son lit d'hôpital, révèle enfin la véritable raison de ce voyage fatal. Un secret de famille si troublant qu'il remettra en question tout ce que l'on croyait savoir sur cette disparition. Que cachait réellement Michèle ? Et pourquoi ce secret a-t-il coûté la vie à une femme innocente ? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, automne 1990. La France traverse une période de prospérité économique sous la présidence de François Mitterrand. La route nationale 7, cette artère mythique qui relie Paris à la Côte d'Azur, voit circuler quotidiennement des milliers de véhicules. Surnommée la route des vacances, elle traverse des paysages variés, des plaines de Bourgogne aux garrigues provençales. Michèle Laroche vit seule dans un petit appartement du 6e arrondissement de Lyon, rue Garibaldi. Institutrice à l'école primaire Saint-Exupéry depuis 12 ans, elle est appréciée de ses collègues et adorée par ses élèves. Femme discrète et réservée, elle n'a jamais fondé de famille, préférant se consacrer entièrement à sa profession. Ses parents, Henri et Marguerite Laroche, sont décédés dans un accident de voiture en 1985, laissant leurs 2 filles dans une profonde tristesse. Colette, sa sœur cadette de 3 ans, travaille comme secrétaire dans une compagnie d'assurance lyonnaise. Plus extravertie que Michèle, elle s'inquiète souvent du célibat de sa sœur aînée. Les 2 femmes se voient régulièrement, généralement le dimanche pour déjeuner ensemble, dans un petit bistrot, près de la place Bellecour. Leur relation est fusionnelle depuis la mort de leurs parents. Et Colette ne comprend pas pourquoi Michèle semble parfois si mélancolique, si absente. L'appartement de Michèle, situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien, reflète sa personnalité ordonnée et studieuse. Les murs sont ornés de livres, principalement des ouvrages pédagogiques et des romans classiques. Une photo de famille trône sur le buffet du salon, Henri et Marguerite Laroche entourant leurs 2 filles lors d'un pique-nique en Savoie, été 1982. Le sourire de Michèle paraît forcé sur ce cliché, détail que Colette remarquera des années plus tard. Dans le quartier, Michèle est connue pour sa ponctualité et ses habitudes fixes. Chaque matin, elle achète sa baguette chez le même boulanger, Monsieur Chevalier, qui la salue toujours chaleureusement. Le soir, elle fait ses courses au petit supermarché de la rue, échangeant quelques mots polis avec les commerçants. Madame Petit, sa voisine de palier, la décrit comme une femme bien élevée, mais qui semblait porter un poids invisible sur ses épaules. L'école où enseigne Michèle se trouve dans le quartier de la Croix-Rousse, ancien fief des Canuts lyonnais. Elle prend chaque matin le métro ligne A, descend à Hôtel de Ville, puis marche 15 minutes jusqu'à l'établissement scolaire. Ses collègues la respectent pour son professionnalisme et sa dévotion envers les enfants, particulièrement ceux en difficulté. Marie Chabrol, directrice de l'école, se souvient. Michèle avait un don particulier avec les enfants turbulents. Elle parvenait à les apaiser d'un simple regard bienveillant. Pourtant, sous cette façade sereine, Michèle cache une profonde souffrance. Depuis la mort de ses parents 5 ans plus tôt, elle éprouve un sentiment de vide qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle consulte discrètement un psychologue, le docteur François Mercier, installé rue de la République. Au cours de leur séance, elle évoque souvent ses difficultés à créer des liens durables, comme si quelque chose d'essentiel lui manquait pour se construire pleinement. Le matin du 15 septembre 1990, Michèle se réveille vers 6h30, comme à son habitude. Le temps est encore doux pour la saison, avec un léger brouillard matinal typique de l'automne lyonnais.
Elle prépare son café, consulte rapidement le progrès, puis s'habille d'un pullover bleu marine et d'un jean sombre. Vers 7h45, elle se rend chez sa sœur Colette, qui habite à 10 minutes à pied, avenue Berthelot. Colette remarque immédiatement que Michel semble différente ce matin-là. Plus déterminée, mais aussi plus tendue qu'à l'ordinaire. « J'ai quelque chose d'important à faire aujourd'hui », lui confie-t-elle en buvant un thé. « Je pars à Marseille pour régler une affaire personnelle. » Quand Colette lui demande des précisions, Michel élude la question. « C'est compliqué, je t'expliquerai à mon retour. » Avant de partir, Michel remet à sa sœur une enveloppe Kraft scellée. « Si jamais il m'arrivait quelque chose, ouvre-la. » Mais seulement dans ce cas-là, précise-t-elle avec une gravité inhabituelle. Colette, intriguée mais respectueuse de la vie privée de sa sœur, range l'enveloppe dans un tiroir sans l'ouvrir. Vers 9h15, Michel récupère sa Peugeot 205 bleue, garée rue Garibaldi. La voiture, immatriculée 1547 QQ69, a été achetée d'occasion 2 ans plus tôt chez un concessionnaire de Villeurbanne. Elle fait le plein d'essence à la station Total de la place Carnot, payant en espèces comme toujours. Le pompiste, Gérard Blanc, se souviendra plus tard de cette femme polie mais préoccupée, qui lui a demandé le chemin le plus direct pour rejoindre l'autoroute A7. À 9h50, Michel s'engage sur l'autoroute A7 en direction du sud. Elle a emporté un sac de voyage contenant des vêtements pour 2 jours ainsi qu'un dossier vert qu'elle garde précieusement sur le siège passager. Dans son sac à main, outre ses papiers d'identité et 800 francs en liquide, elle transporte une lettre manuscrite et une vieille photographie en noir et blanc. Le trajet Lyon-Marseille par l'autoroute A7 représente environ 315 km, soit 4 heures de route dans des conditions normales. Michel, conductrice prudente et respectueuse des limitations de vitesse, prévoit d'arriver vers 14 heures. Elle a pris congé pour l'après-midi, prétextant un rendez-vous médical auprès de la directrice d'école. Vers 11h30, aux environs d'Orange, Michel quitte l'autoroute A7 et s'engage sur la route nationale 7. Cette décision surprendra plus tard les enquêteurs, car l'autoroute représentait le chemin le plus direct et le plus rapide. La route nationale 7, bien que pittoresque, allonge considérablement le voyage et traverse de nombreux villages provençaux. À 12h20, elle s'arrête dans une station-service Elf à Cavaillon pour refaire le plein et acheter une bouteille d'eau. La caissière, Sylvie Martel, se rappellera cette cliente, élégante mais nerveuse, qui consultait fréquemment une carte routière. Michel demande des renseignements sur la route pour rejoindre un village des Alpilles, mais reste vague sur sa destination précise. Vers 13h, plusieurs témoins l'aperçoivent sur la route nationale 7 entre Saint-Rémy-de-Provence et Salon de Provence. Joseph Martinon, routier expérimenté, croise sa Peugeot bleue près du village d'Égalières. Elle roulait doucement, comme si elle cherchait quelque chose, déclarera-t-il aux gendarmes. La dernière fois que Michel Laroche est vue vivante, c'est vers 13h40, au niveau de l'aire de repos des Alpilles, située à mi-chemin entre Saint-Rémy-de-Provence et Salon de Provence. Cette aire, aménagée dans les années 1970, comprend une dizaine de places de stationnement, des tables de pique-nique sous des platanes centenaires et des toilettes publiques. L'endroit est fréquenté par les touristes admirant le paysage sur la chaîne des Alpilles. Vers 14h15, André Castel, retraité de Nîmes, qui pique-niquait avec son épouse, remarque la Peugeot 205 bleue, stationnée près des toilettes. La voiture était là, portière fermée, mais je n'ai vu personne autour, témoignera-t-il. Le couple Castel quitte les lieux vers 14h30, sans accorder plus d'importance à ce véhicule. C'est seulement le lendemain matin, 16 septembre, qu'un employé municipal de Saint-Rémy-de-Provence, venu nettoyer l'aire de repos, découvre la Peugeot, toujours garée au même endroit. Les portières sont déverrouillées, les clés sur le contact, le sac à main de Michel intact sur le siège passager. Aucune trace de lutte, aucun objet personnel manquant, à l'exception du dossier vert qu'elle transportait. La voiture présente une particularité troublante. Le réservoir d'essence est presque vide, alors que Michel avait fait le plein quelques heures plus tôt à Cavaillon.
L'alerte est immédiatement donnée à la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence. L'adjudant-chef Pierre Reynaud, arrivé sur les lieux vers 9 heures, ordonne la mise sous scellé du véhicule et lance les premières recherches dans un périmètre de 5 km autour de l'aire de repos. Les gendarmes fouillent la garrigue environnante, interrogent les habitants des villages voisins, contactent tous les hôpitaux de la région. Aucune trace de Michel Laroche. L'inspecteur Claude Bonnard de la police judiciaire de Marseille prend en charge l'enquête le 18 septembre 1990. Homme méticuleux de 52 ans, il a déjà traité plusieurs affaires de disparition dans la région PACA. Sa première démarche consiste à reconstituer les dernières heures de Michel Laroche avec une précision chirurgicale. L'enquête révèle rapidement que Michel n'avait rendez-vous avec personne à Marseille ce jour-là. Aucun hôtel n'a de réservation à son nom. Aucun de ses proches ne savait qu'elle devait se rendre dans la cité phocéenne. Cette découverte trouble profondément Colette, qui réalise que sa sœur lui a menti sur les raisons de son voyage. Les premières semaines d'investigation sont intensives. Les gendarmes et policiers ratissent la garrigue des Alpilles avec des chiens pisteurs, explorent chaque grotte, chaque ravin susceptible de receler des indices. Des plongeurs fouillent les étangs et canaux de Camargue. L'aviation civile participe aux recherches, survolant la région pendant des heures. Rien. Michel Laroche semble s'être volatilisé. L'autopsie de la Peugeot 205 par les experts de l'identité judiciaire ne révèle aucun élément suspect. Pas de traces de sang, pas de fibres étrangères, pas de signes de lutte. Seul détail intrigant. L'analyse des empreintes digitales révèle la présence de traces appartenant à une personne inconnue sur le volant et la poignée de portière côté conducteur. Ces empreintes, partielles et de mauvaise qualité, sont enregistrées dans le fichier national sans donner de résultat. Colette traverse cette période dans un état de sidération totale. Elle refuse de croire à la disparition définitive de sa sœur et multiplie les initiatives personnelles. Elle fait imprimer des milliers d'affiches avec la photo de Michel, les placarde dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle contacte tous les médias locaux, passe à la télévision régionale, lance des appels à témoins désespérés. L'appartement de Michel devient un sanctuaire que Colette visite quotidiennement. Elle espère y trouver un indice que les enquêteurs auraient négligé. C'est lors d'une de ces visites, en octobre 1990, qu'elle découvre dans la bibliothèque de sa sœur plusieurs livres sur l'adoption et la recherche des origines familiales. Ces ouvrages, annotés au crayon par Michel, portent des dates récentes. Juillet et août 1990. Cette découverte bouleverse Colette. Pourquoi Michel s'intéressait-elle soudainement à l'adoption? Leurs parents ne leur ont jamais rien caché sur leurs origines. Elle signale cette trouvaille à l'inspecteur Bonnard, qui y voit une piste sérieuse. L'enquêteur fait analyser les annotations de Michel par un graphologue, confirme qu'elles datent bien de l'été 1990, mais ne parvient pas à comprendre leur signification. Les mois passent sans apporter de nouvelles révélations. L'hiver 1990-1991 est particulièrement difficile pour Colette, qui développe des symptômes dépressifs. Elle consulte le docteur Mercier, l'ancien psychologue de sa sœur, espérant obtenir des informations sur l'état mental de Michel avant sa disparition. Le médecin, tenu par le secret professionnel, ne peut révéler que peu de choses, si ce n'est que Michel traversait une période de questionnement profond sur son identité. En février 1991, l'enquête officielle entre dans une phase de routine. Faute d'éléments nouveaux, les recherches actives sont suspendues. Le dossier reste ouvert, mais l'inspecteur Bonnard doit se consacrer à d'autres affaires. Pour Colette, c'est un second deuil qui commence, celui de l'espoir de retrouver sa sœur vivante. Les années qui suivent transforment radicalement la personnalité de Colette. La jeune femme sociable et optimiste devient sombre et méfiante. Elle change de travail, quitte son poste à la compagnie d'assurance pour devenir secrétaire dans un petit cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Cette reconversion professionnelle n'est pas innocente. Elle espère secrètement comprendre les mystères juridiques entourant l'adoption. En 1995, 5 ans après la disparition, Colette prend une décision radicale.
Elle engage un détective privé, Marcel Gavaudan, ancien policier reconverti. Gavaudan reprend l'enquête depuis le début, recontacte tous les témoins, réexamine chaque pièce du dossier. Ces investigations confirment les conclusions de la police officielle, mais apportent un élément nouveau. Plusieurs témoins affirment avoir vu Michel au téléphone dans les jours précédant sa disparition, menant des conversations visiblement tendues. Madame Petit, la voisine de palier de Michel, se souvient particulièrement d'une soirée de septembre 1990. « J'ai entendu Michel parler fort au téléphone, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle répétait quelque chose comme « J'ai le droit de savoir et vous ne pouvez pas continuer à me mentir ». J'ai pensé qu'elle avait des problèmes avec son assurance ou sa banque. Ces révélations relancent l'espoir de Colette, mais Gavaudan ne parvient pas à identifier les correspondants de Michel. Les relevés téléphoniques de l'époque ont été détruits, conformément aux procédures légales. L'enquête privée se solde par un échec après 18 mois d'investigation coûteuse. En 1998, Colette rencontre Antoine Girard, veuf depuis 3 ans, qui travaille comme comptable dans une entreprise textile de Villeurbanne. Cet homme patient et compréhensif accepte de partager la vie d'une femme hantée par la disparition de sa sœur. Leur mariage, célébré en mai 1999, marque le début d'une période plus apaisée pour Colette. Cependant, l'obsession de retrouver Michel ne disparaît jamais complètement. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, Colette se rend sur l'aire de repos des Alpilles pour déposer des fleurs. Elle y croise parfois d'autres familles endeuillées, attirées par les énergies particulières de ce lieu devenu, dans l'imaginaire local, un point de passage entre deux mondes. En 2001, l'affaire connaît un bref regain d'attention médiatique lors de l'émission Témoin 101 sur France 2. Le portrait de Michel est diffusé à l'antenne, accompagné d'un appel à témoin national. Plusieurs dizaines de personnes contactent la rédaction, mais aucun témoignage ne s'avère pertinent. Une femme de Perpignan affirme avoir vu Michel dans un supermarché en 1995. Mais son témoignage est jugé non crédible après vérification. Antoine encourage Colette à consulter une psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des familles de disparus. Ces séances l'aident à mieux gérer sa culpabilité de survivante et sa colère contre l'inefficacité supposée des enquêteurs. Progressivement, Colette apprend à vivre avec cette blessure béante, sans jamais l'oublier. L'école Saint-Exupéry, où enseignait Michel, organise chaque année une cérémonie du souvenir dans la cour de récréation. Une plaque commémorative est apposée en 2000, à la mémoire de Michel Laroche, institutrice dévouée, disparue en septembre 1990. Ses anciens collègues et élèves viennent y déposer des dessins et des poèmes, perpétuant sa mémoire dans ce lieu qu'elle aimait tant. Le 12 février 2006, 16 ans après la disparition de Michel, Colette reçoit un appel téléphonique qui va tout changer. Au bout du fil, le docteur Elisabeth Fouché, oncologue à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, lui annonce de mauvaises nouvelles. Les examens révèlent un cancer du pancréas à un stade avancé. Le pronostic est sombre, quelques mois tout au plus. Cette nouvelle bouleverse Colette et Antoine. À 48 ans, Colette n'imaginait pas être confrontée si tôt à sa propre mortalité. La maladie progresse rapidement, nécessitant des séjours hospitaliers de plus en plus fréquents. C'est durant ces longues heures d'introspection forcée que Colette prend une décision qui va révolutionner l'enquête sur la disparition de sa sœur. Le 18 août 2006, alitée dans sa chambre d'hôpital, Colette demande à Antoine de contacter l'inspecteur Bonnard, désormais proche de la retraite, mais toujours en poste à Marseille. Elle souhaite lui révéler des informations qu'elle a gardées secrètes pendant 16 années. Bonnard, intrigué par cet appel inattendu, se rend à Lyon dès le lendemain. Ce que Colette révèle à l'inspecteur ce jour-là va relancer une enquête que tous croyaient définitivement classée. Depuis 1990, elle a conservé l'enveloppe que Michel lui avait confiée avant son départ pour Marseille. Respectant la volonté de sa sœur, elle ne l'avait jamais ouverte, espérant contre tout espoir que Michel reviendrait un jour la récupérer. « Je sais maintenant que ma sœur ne reviendra plus », murmure Colette d'une voix affaiblie par les traitements. « Il est temps de découvrir ce qu'elle voulait me dire. » Antoine,
présent lors de cette rencontre, témoignera plus tard de l'émotion palpable qui régnait dans cette chambre d'hôpital. L'enveloppe Kraft, légèrement jaunie par le temps, contient plusieurs documents qui stupéfient l'inspecteur Bonnard. D'abord, une lettre manuscrite de 4 pages rédigée par Michel, datée du 10 septembre 1990, soit 5 jours avant sa disparition. Ensuite, des photocopies d'actes d'état civil concernant une certaine Marie-Claire Fontaine, née à Arles en 1920. Enfin, l'original d'un certificat médical établi par le docteur Auguste Delacroix à Marseille, daté du 15 mai 1955. La lettre de Michel commence par ces mots troublants. « Ma chère Colette, si tu lis cette lettre, c'est que mes recherches sur nos origines m'ont mené vers un danger que je n'avais pas anticipé. Ce que j'ai découvert ces derniers mois dépasse tout ce que nous pouvions imaginer sur notre famille. Le contenu de cette missive révèle que Michel avait découvert, en juillet 1990, qu'elle avait été adoptée illégalement par Henri et Marguerite Laroche. Cette révélation lui était parvenue par hasard, lors du tri des papiers de leurs parents décédés. Cachée dans une vieille valise, au fond du grenier familial, elle avait trouvé des documents prouvant que sa véritable mère s'appelait Marie-Claire Fontaine et vivait dans la région marseillaise. Plus troublant encore, Michel explique dans sa lettre avoir mené des recherches approfondies qui l'ont mené à découvrir l'existence d'un réseau d'adoption illégale opérant dans le sud de la France entre 1945 et 1960. Des nouveau-nés étaient soustraits à leur mère célibataire, souvent mineure, et vendus à des familles bourgeoises incapables d'avoir des enfants par les voies légales. « J'ai retrouvé la trace de Marie-Claire Fontaine », écrit Michel. « Elle vit encore, dans un petit village près d'Aix-en-Provence. J'ai pris rendez-vous avec elle pour le 15 septembre. J'espère enfin connaître la vérité sur mes origines, comprendre pourquoi on m'a arraché à ma vraie famille. » La lettre se termine par une phrase prophétique qui glace le sang de l'inspecteur Bonnard. « Si quelque chose m'arrivait lors de ce voyage, sache que certaines personnes ont intérêt à ce que ce passé reste enterré. Les enjeux sont plus importants que ma simple quête d'identité. » Cette révélation transforme radicalement l'orientation de l'enquête. L'inspecteur Bonnard, galvanisé par ces nouveaux éléments, obtient de sa hiérarchie la réouverture officielle du dossier Laroche. Une équipe d'enquêteurs est constituée, incluant le lieutenant Sophie Martinez, spécialiste des affaires criminelles complexes, et le brigadier-chef Paul Viviani, expert en recherche généalogique. Les premières vérifications confirment l'authenticité des documents trouvés dans l'enveloppe. Marie-Claire Fontaine figure bien dans les registres d'état civil d'Arles, née le 23 mars 1920 de parents inconnus. Le certificat médical du docteur Delacroix, bien que jauni, porte toutes les caractéristiques d'un document authentique de l'époque. Le 25 août 2006, l'équipe d'enquêteurs se rend au village de Puy-Ricard, près d'Aix-en-Provence, où réside supposément Marie-Claire Fontaine, selon les recherches de Michel. L'adresse indiquée correspond à une petite maison provençale, entourée d'oliviers centenaires, au bout d'un chemin de terre battue. La propriétaire actuelle, Madame Henriette Blanc, octogénaire au visage buriné par le soleil de Provence, confirme avoir connu Marie-Claire Fontaine. Elle a vécu ici de 1960 à 1998, explique-t-elle aux enquêteurs. Une femme discrète, qui ne parlait jamais de son passé. Elle est morte d'un infarctus un soir de décembre 1998. Pas de famille, pas d'amis proches. J'ai organisé ses obsèques avec le curé du village. Cette information bouleverse les enquêteurs. Si Marie-Claire Fontaine est décédée en 1988, elle n'a pas pu rencontrer Michel en septembre 1990. Soit Michel s'était trompé de personne, soit elle avait découvert autre chose qui justifiait son voyage fatal vers Marseille. Les investigations se concentrent alors sur le docteur Auguste Delacroix, mentionné dans le certificat médical. Les archives de l'Ordre des médecins révèlent que Delacroix a exercé à Marseille de 1945 à 1985, spécialisé en gynécologie obstétrique. Il est décédé en 1992, soit 2 ans après la disparition de Michel, emportant ses secrets dans la tombe. Le lieutenant Martinez,
obtient l'autorisation de consulter les archives de la clinique privée où exerçait le docteur Delacroix, la clinique Sainte-Marie, dans le 8e arrondissement de Marseille. Ces documents, conservés dans les sous-sols de l'établissement, révèlent des pratiques troublantes entre 1950 et 1960. Les registres d'accouchement montrent des anomalies statistiques significatives. Un nombre anormalement élevé de bébés déclarés morts-nés ou décédés dans les premières heures de vie, sans que les corps aient été remis aux familles pour inhumation. Parallèlement, la clinique affiche un taux de succès exceptionnel dans le placement d'enfants en adoption auprès de familles aisées de la région lyonnaise. Une secrétaire de l'époque, mademoiselle Jeanne Courtois, aujourd'hui âgée de 83 ans, et résidant dans un EHPAD de Cassis, accepte de témoigner. Ces révélations sont accablantes. Le docteur Delacroix dirigeait un véritable trafic de nouveau-nés. Des filles pauvres, souvent mineures, venaient accoucher à la clinique. On leur disait que leur bébé était mort, mais en réalité l'enfant était vendu à des couples riches qui ne pouvaient pas adopter par les voies légales. Selon Jeanne Courtois, ce réseau impliquait plusieurs complices. Des avocats véreux qui falsifiaient les actes d'état civil, des sages-femmes corrompues qui participaient à la mise en scène des faux décès et des notaires qui légalisaient les adoptions frauduleuses. L'argent généré par ce trafic était considérable. Entre 50 000 et 100 000 francs de l'époque par adoption, somme astronomique pour les années 1950. Marie-Claire Fontaine était une de ces jeunes filles, révèle l'ancienne secrétaire. Elle avait 17 ans quand elle a accouché en mai 1955. Une gamine de la campagne arlésienne, enceinte d'un soldat américain stationné à Marseille après la guerre. Sa famille l'avait chassée, elle n'avait nulle part où aller. On lui a dit que son bébé était mort-né, mais moi je sais qu'il a été donné à un couple de Lyon qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette révélation confirme les soupçons des enquêteurs. Michel Laroche était bien la fille de Marie-Claire Fontaine, vendue illégalement au couple Henri et Marguerite Laroche en 1955. Mais une question cruciale demeure. Pourquoi Michel a-t-elle disparu alors que sa mère biologique était déjà décédée depuis 8 ans? La réponse commence à émerger quand le brigadier-chef Viviani découvre, dans les archives de la mairie de Puy-Ricard, l'existence d'un testament de Marie-Claire Fontaine déposé chez maître Philippe Besson, notaire à Aix-en-Provence. Ce document, rédigé en 1995, contient des révélations qui vont faire basculer l'enquête vers une dimension criminelle insoupçonnée. Dans ce testament, Marie-Claire Fontaine révèle avoir passé sa vie à rechercher l'enfant qu'on lui avait volé. Grâce à un ancien employé de la clinique Sainte-Marie rongé par les remords, elle avait fini par découvrir, en 1992, que sa fille vivait à Lyon sous le nom de Michel Laroche. Mais au lieu de la contacter directement, Marie-Claire avait choisi une approche différente, plus dangereuse. Elle avait commencé à faire chanter les derniers membres encore vivants du réseau d'adoption illégale. Le testament révèle que Marie-Claire possédait des preuves compromettantes sur plusieurs personnalités influentes de la région PACA, ancienne complice du docteur Delacroix. Parmi eux, un avocat renommé de Marseille aujourd'hui à la retraite, un ancien directeur d'hôpital devenu conseiller régional, et surtout un homme d'affaires prospère propriétaire de plusieurs cliniques privées dans le sud de la France. Ces documents sont dans un coffre à la Banque de France d'Aix-en-Provence, précise le testament. Si ma fille souhaite un jour connaître la vérité sur ses origines, elle y trouvera tout ce dont elle a besoin pour obtenir justice. Mais qu'elle se méfie, certaines personnes tueraient pour que ces secrets restent enterrés. L'inspecteur Bonnard réalise avec effroi que Michel Laroche a probablement découvert l'existence de ce coffre et de son contenu explosif. Son voyage vers Marseille en septembre 1990 n'était peut-être pas destiné à rencontrer sa mère biologique décédée, mais à récupérer ces preuves compromettantes qui pouvaient détruire la réputation et la fortune de plusieurs personnalités influentes. L'équipe d'enquête obtient rapidement une commission rogatoire pour accéder au coffre-fort de Marie-Claire Fontaine à la Banque de France d'Aix-en-Provence. Le 3 septembre 2006, en présence du directeur de l'agence, M. Jean-Paul Marchand, et d'un huissier de justice,
L'inspecteur Bonnard procède à l'ouverture du coffre numéro 1247. Le contenu dépasse leurs pires craintes. Des dizaines de documents compromettants s'étalent devant eux. Des correspondances manuscrites entre le docteur Delacroix et ses complices, des reçus financiers détaillant les sommes versées pour chaque adoption, des listes nominatives de familles acheteuses et de jeunes mères spoliées, ainsi que des photographies compromettantes prises lors de réunions secrètes. Le plus troublant reste un carnet de cuir rouge, dans lequel Marie-Claire Fontaine a consigné année après année ses découvertes sur le réseau. Elle y détaille les méthodes employées. Comment les jeunes filles enceintes, souvent issues de milieux défavorisés, étaient attirées à la clinique par de fausses promesses d'aide sociale. Une fois sur place, elles étaient droguées pendant l'accouchement, leur bébé soustrait immédiatement, et on leur montrait des corps d'enfants morts-nés conservés spécialement à cet effet. Le carnet révèle également les destins tragiques de certaines jeunes mères qui avaient tenté de retrouver leurs enfants. Plusieurs avaient été internés dans des asiles psychiatriques sur de faux certificats médicaux, d'autres avaient mystérieusement disparu après avoir menacé de révéler la vérité. Marie-Claire elle-même avait échappé de peu à une tentative d'empoisonnement en 1987, quand ses recherches commençaient à inquiéter les anciens complices du réseau. L'investigation révèle que Marie-Claire avait développé un système de chantage sophistiqué à partir de 1992. Plutôt que de révéler publiquement ses découvertes, elle préférait faire pression individuellement sur chaque complice encore vivant, obtenant de substantielles compensations financières en échange de son silence. Ses revenus occultes lui avaient permis d'acquérir sa petite maison de Puy-Ricard et de vivre confortablement sans travailler. Le brigadier-chef Viviani reconstitue méticuleusement le réseau à partir des documents du coffre. L'organisation comptait une quinzaine de membres actifs entre 1950 et 1965, répartis entre Marseille, Aix-en-Provence et Lyon. Au sommet, le docteur Delacroix supervisait les opérations médicales, tandis que maître André Castellane, avocat marseillais, s'occupait des aspects juridiques et financiers. Les enquêteurs découvrent que maître Castellane, aujourd'hui âgé de 87 ans, vit reclus dans sa propriété de Cassis depuis la mort de sa femme en 2003. Cet homme, qui a dirigé pendant 40 ans l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats de Marseille, apparaît dans de nombreux documents comme le véritable cerveau financier du trafic de nouveau-nés. Une surveillance discrète est mise en place autour de la villa de Castellane. Les enquêteurs observent un homme âgé mais encore alerte qui reçoit régulièrement la visite de son fils unique, Philippe Castellane, promoteur immobilier prospère installé à Nice. Ces rencontres père-fils semblent tendues, marquées par de longs conciliabules dans le jardin, loin des oreilles indiscrètes. L'analyse des relevés bancaires de Marie-Claire Fontaine, obtenue par commission rogatoire, révèle des versements réguliers entre 1992 et 1998. Tous proviennent de comptes offshore domiciliés au Luxembourg et en Suisse, technique classique de blanchiment d'argent. Le montant total perçu par Marie-Claire s'élève à plus de 2 millions de francs sur 6 ans, somme considérable pour une femme officiellement sans emploi. Ces découvertes éclairent d'un jour nouveau les dernières recherches de Michel Laroche. Le 28 août 2006, le lieutenant Martinez retrouve la trace d'un ancien employé de la Banque de France d'Aix-en-Provence, M. Robert Chambon, aujourd'hui retraité. Cet homme se souvient parfaitement de la visite de Michel en septembre 1990. Elle était venue consulter le coffre de Marie-Claire Fontaine le 14 septembre 1990, soit la veille de sa disparition, témoigne Chambon. La jeune femme semblait très émue en découvrant les documents. Elle a passé plus de 2 heures dans la salle des coffres, photographiant méthodiquement chaque pièce avec un appareil photo qu'elle avait apporté. Avant de partir, elle m'a demandé s'il existait un moyen de contacter les héritiers ou ayants droit de Madame Fontaine. Mais ce témoignage confirme que Michel avait bien eu accès aux preuves compromettantes la veille de sa disparition. Elle possédait donc des éléments suffisants pour faire chanter à son tour les anciens membres du réseau ou pour déclencher un scandale public de grande ampleur.
L'inspecteur Bonnard reconstitue les dernières heures de Michel avec cette nouvelle grille de lecture. Après sa visite à la banque le 14 septembre, elle avait probablement contacté un ou plusieurs complices du réseau pour les informer de ses découvertes. Cette démarche, naïve et dangereuse, avait scellé son destin. Les enquêteurs se concentrent alors sur les communications téléphoniques de Michel le 14 septembre 1990. Bien que les relevés détaillés aient été détruits, France Télécom conserve dans ses archives les appels longue distance facturés séparément. Un appel de 43 minutes vers un numéro marseillais apparaît sur la facture de septembre 1990 de Michel Laroche. Ce numéro correspondait au domicile personnel de maître André Castellane. Cette découverte constitue le premier lien direct entre Michel et les anciens membres du réseau d'adoption illégale. L'institutrice lyonnaise avait donc bien contacté l'avocat véreux pour l'informer de ses découvertes, probablement dans l'espoir d'obtenir des explications sur les circonstances de son adoption. Parallèlement, l'équipe d'enquête s'intéresse au mystérieux dossier vert que Michel transportait le jour de sa disparition et qui n'avait jamais été retrouvé. Selon les témoignages recueillis, ce dossier contenait les photocopies des documents les plus compromettants trouvés dans le coffre de Marie-Claire Fontaine. La reconstitution des événements devient de plus en plus précise. Le 14 septembre au soir, après sa conversation téléphonique avec Castellane, Michel avait probablement reçu une proposition de rencontre pour le lendemain. L'ancien avocat, ou un de ses complices, lui avait sans doute donné rendez-vous sur la route nationale 7, dans un lieu discret permettant de récupérer les documents compromettants. L'aire de repos des Alpilles, où avait été retrouvée la voiture de Michel, présentait tous les avantages pour un tel rendez-vous, suffisamment fréquenté pour ne pas paraître suspecte, mais assez isolé pour permettre des transactions discrètes. De plus, sa situation géographique, à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Marseille, convenait parfaitement aux deux parties. Cette hypothèse explique également pourquoi Michel avait quitté l'autoroute A7 pour emprunter la route nationale 7. Elle suivait probablement les instructions de son interlocuteur pour se rendre au point de rendez-vous fixé. Sa nervosité, observée par plusieurs témoins durant le trajet, s'explique par la gravité de la situation dans laquelle elle s'était engagée. L'enquête prend une tournure dramatique quand le lieutenant Martinez découvre, dans les archives de la gendarmerie de Salon de Provence, un procès-verbal d'interpellation daté du 16 septembre 1990. Un certain Vincent Toriani, homme de main notoire lié au milieu marseillais, avait été contrôlé sur la route nationale 7 dans la soirée du 15 septembre, soit quelques heures après la disparition de Michel. Toriani, décédé en 1998 lors d'un règlement de compte, était connu des services de police pour ses activités de recouvrement de créances et d'intimidation. Sa présence dans la région le jour même de la disparition ne peut être fortuite. Les enquêteurs établissent rapidement ses liens avec l'entourage de maître Castellane. L'avocat avait eu recours à ses services à plusieurs reprises dans les années 1980 pour convaincre des témoins gênants de se taire. Cette découverte transforme définitivement l'enquête sur la disparition de Michel Laroche en investigation criminelle. L'inspecteur Bonnard obtient de sa hiérarchie l'autorisation d'interpeller maître André Castellane pour l'interroger sur sa conversation téléphonique avec Michel le 14 septembre 1990. Le 15 septembre 2006, exactement 16 ans après la disparition de Michel Laroche, une équipe de policiers se présente à la villa de maître André Castellane à Cassis. L'homme qui leur ouvre la porte n'a plus rien du brillant avocat d'autrefois. À 87 ans, Castellane présente tous les signes d'un vieillissement prématuré, cheveux blancs clairsemés, dos voûté, mains tremblantes. Seuls ses yeux conservent cette acuité qui avait fait sa réputation dans les prétoires marseillais. Face à l'inspecteur Bonnard, l'ancien avocat adopte d'abord une stratégie de déni total. Il prétend ne pas se souvenir de Michel Laroche, ni d'aucune conversation téléphonique en septembre 1990. « À mon âge, inspecteur, la mémoire n'est plus ce qu'elle était », répète-t-il, avec un sourire condescendant qui trahit ses anciens réflexes de plaideur. Mais quand Bonnard sort les documents trouvés dans le coffre de Marie-Claire Fontaine, le masque tombe.
Castellane reconnaît immédiatement son écriture sur plusieurs lettres compromettantes, datées des années 1950. Son visage se décompose progressivement alors que l'inspecteur détaille les preuves accumulées contre lui. « Cette femme était folle », finit-il par murmurer en parlant de Marie-Claire Fontaine. « Elle nous faisait chanter depuis des années, menaçant de révéler des histoires anciennes que personne ne comprendrait aujourd'hui. Nous étions jeunes, nous pensions bien faire. » Ces enfants trouvèrent des familles aimantes. C'était mieux que les orphelinats sordides de l'époque. L'interrogatoire dure plus de 8 heures, entrecoupé de pauses médicales nécessaires à l'état de santé précaire de Castellane. Progressivement, l'ancien avocat livre sa version des événements, tentant de minimiser sa responsabilité tout en accusant ses anciens complices décédés. Selon ses aveux, le réseau d'adoptions illégales, dirigé par le docteur Delacroix, avait effectivement opéré entre 1950 et 1965, période de reconstruction de la France où les contrôles administratifs étaient relâchés. Plus de 150 nouveau-nés avaient été soustraits à leur mère biologique et vendus à des familles bourgeoises de Lyon, Marseille et Nice. Le docteur Delacroix était obsédé par l'idée de donner une chance à ses enfants, se justifie Castellane. Les mères étaient des filles perdues, souvent mineures, sans ressources. Leurs bébés auraient fini dans des institutions misérables. Nous leur offrions un avenir meilleur dans des familles respectables. Cette justification cynique ne résiste pas longtemps face aux preuves accablantes réunies par les enquêteurs. Les sommes d'argent impliquées, les méthodes employées pour tromper les jeunes mères, l'organisation minutieuse du trafic, tout témoigne d'une entreprise criminelle motivée par l'appât du gain, non par des considérations humanitaires. L'avocat finit par reconnaître avoir été contacté par Michel Laroche le 14 septembre 1990. Elle avait découvert les documents de Marie-Claire Fontaine et voulait connaître la vérité sur son adoption. Je lui ai expliqué que ses parents adoptifs étaient des gens bien, qu'elle avait eu une belle vie grâce à nous. Mais elle n'écoutait pas. Elle parlait de justice, de réparation, de révélation publique. Face à la détermination de Michel, Castellane avait pris peur. À l'époque, en 1990, plusieurs membres du réseau étaient encore vivants et occupaient des positions sociales éminentes. Un scandale public aurait détruit leur réputation et entraîné des poursuites judiciaires, même si les faits étaient prescrits. Je lui ai proposé de nous rencontrer pour discuter calmement. Je pensais pouvoir la raisonner, lui faire comprendre qu'il valait mieux laisser le passé enterré. Nous avions rendez-vous sur l'aire de repos des Alpilles le 15 septembre, à 14 heures. Cette révélation confirme les hypothèses des enquêteurs. Michel s'était effectivement rendu à ce rendez-vous, transportant dans son dossier vert les photocopies des documents les plus compromettants. Mais au lieu de la négociation espérée par Castellane, la rencontre avait tourné au drame. L'ancien avocat hésite longuement avant de poursuivre ses aveux. Ses mains tremblent de plus en plus, son débit de parole ralentit. L'inspecteur Bonnard comprend qu'il touche au cœur du mystère qui l'obsède depuis 16 ans. Vincent Torriani était avec moi ce jour-là, finit par avouer Castellane d'une voix à peine audible. Je ne pensais pas que les choses dégénéreraient. C'était juste pour impressionner cette femme, lui faire comprendre qu'il valait mieux se taire. Mais elle était si déterminée, si inflexible. Selon les aveux de Castellane, la rencontre avait effectivement eu lieu sur l'aire de repos des Alpilles vers 14 heures. Michel était arrivé seul, comme convenu, portant son dossier vert contenant les photocopies compromettantes. L'avocat avait tenté de négocier, proposant une compensation financière substantielle en échange de sa discrétion. Mais Michel avait refusé catégoriquement. Elle ne voulait pas d'argent. Elle exigeait la vérité publique et des excuses officielles pour toutes les mères spoliées. Elle parlait de témoigner devant un tribunal, de faire rouvrir tous les dossiers d'adoption de l'époque. Elle ne comprenait pas que c'était impossible, que trop de gens seraient détruits. Face à l'intransigeance de Michel, Torriani était intervenu de manière brutale. L'homme de main, habitué aux méthodes expéditives du milieu marseillais, n'avait pas supporté les leçons de morale de cette institutrice lyonnaise qui menaçait ses employeurs. Torriani l'a frappé pour la faire taire, avoue Castellane en sanglotant.
Il n'avait pas l'intention de la tuer, juste de l'assommer pour récupérer les documents. Mais le coup a été trop violent. Quand nous avons vu qu'elle ne bougeait plus, nous avons paniqué. Les deux hommes avaient alors improvisé pour faire disparaître le corps de Michel et maquiller sa mort en simple disparition. Torriani connaissait parfaitement la région des Alpilles, parsemée de grottes naturelles et d'anciennes carrières abandonnées. Ils avaient transporté le corps de Michel dans un de ces trous profonds, près du village d'Eygalières, avant de disperser ses affaires personnelles pour brouiller les pistes. Le dossier vert contenant les photocopies compromettantes avait été brûlé immédiatement. La voiture de Michel, conduite par Torriani, avait été abandonnée sur l'aire de repos après avoir vidé le réservoir d'essence pour créer une fausse piste suggérant qu'elle était repartie avec quelqu'un d'autre. Nous pensions que l'enquête conclurait à une fugue ou à un suicide, murmure Castellane. Michel était célibataire, sans enfant, elle semblait fragile. Qui aurait imaginé qu'elle menait des recherches si poussées sur ses origines? Cette confession, enregistrée intégralement, bouleverse l'inspecteur Bonnard et son équipe. Après 16 années d'incertitude, les dernières heures de Michel Laroche trouvent enfin leur explication tragique. Le 18 septembre 2006, guidés par les indications précises de Castellane, les enquêteurs découvrent les restes de Michel Laroche dans une carrière abandonnée située à 3 km d'Eygalières. L'expertise médico-légale, dirigée par le docteur Christine Fabre, confirme rapidement l'identité de la victime grâce au dossier dentaire conservé par son dentiste lyonnais. L'examen du squelette révèle une fracture du crâne compatible avec un coup violent porté par un objet contondant. Cette découverte corrobore les aveux de Castellane sur les circonstances de la mort de Michel, causée par la brutalité de Vincent Torriani lors de leur rencontre fatale. La nouvelle de cette macabre découverte parvient à Colette le jour même. Hospitalisée depuis 3 semaines, affaiblie par les traitements de chimiothérapie, elle accueille cette révélation avec un mélange de soulagement et de désespoir. Enfin, elle connaît la vérité sur le sort de sa sœur, mais cette vérité est encore plus terrible que tout ce qu'elle avait imaginé. « Au moins, maintenant je sais », murmure-t-elle à Antoine, qui ne quitte plus son chevet. Michel n'a pas choisi de nous abandonner. Elle est morte en essayant de découvrir ses origines, de rendre justice à toutes ces mères spoliées. C'est bien d'elle, ça. Elle n'a jamais supporté l'injustice. Les obsèques de Michel Laroche sont célébrées le 25 septembre 2006 en l'église Saint-Nizier de Lyon, 16 ans et 10 jours après sa disparition. L'émotion est considérable dans le quartier et à l'école Saint-Exupéry, où ses anciens collègues et élèves devenus adultes viennent lui rendre un dernier hommage. Maître André Castellane, inculpé d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, est placé sous contrôle judiciaire en raison de son grand âge et de son état de santé précaire. Son procès, prévu pour 2007, n'aura jamais lieu. L'ancien avocat décède d'un infarctus en février 2007, emportant dans la tombe les derniers secrets du réseau d'adoptions illégales. L'enquête révèle que Philippe Castellane, le fils de l'avocat, était parfaitement au courant des activités criminelles de son père. C'est lui qui finançait le chantage exercé par Marie-Claire Fontaine depuis 1992, versant régulièrement des sommes importantes pour acheter son silence. Inculpé de recel et complicité, il sera condamné en 2008 à 3 ans de prison avec sursis et à de lourdes amendes. Les révélations sur le réseau d'adoptions illégales provoquent un scandale national. Une commission d'enquête parlementaire est constituée pour faire la lumière sur ces pratiques qui ont touché des centaines de familles entre 1945 et 1970. Plusieurs autres affaires similaires sont découvertes dans d'autres régions françaises, révélant l'ampleur de ces trafics dans la France de l'après-guerre. Une association de victimes est créée, regroupant les enfants adoptés illégalement et les familles biologiques spoliées. Cette association, baptisée Vérité et Justice pour nos origines, obtient l'ouverture de tous les dossiers d'adoption douteux de l'époque et l'aide de l'État pour les recherches en filiation. Colette Laroche ne verra pas l'aboutissement de ce combat pour la justice.
Elle s'éteint paisiblement le 12 décembre 2006, 3 mois après avoir enfin connu la vérité sur la disparition de sa sœur. Ses dernières volontés stipulent que ses cendres soient mélangées à celles de Michel et dispersées ensemble dans les Alpes, où les deux sœurs avaient vécu leurs plus beaux souvenirs d'enfance. Antoine Girard respecte scrupuleusement ses dernières volontés. En mai 2007, par une belle journée de printemps, il se rend au lac d'Annecy où Henri et Marguerite Laroche emmenaient leurs filles adoptives chaque été. Là, dans le silence des montagnes savoyardes, il disperse les cendres des deux sœurs, enfin réunies pour l'éternité. L'affaire Michel Laroche marque profondément l'opinion publique française et entraîne des réformes importantes dans les procédures d'adoption. De nouvelles lois sont votées pour faciliter l'accès aux origines pour les personnes adoptées, tout en protégeant mieux les droits des mères biologiques. L'aire de repos des Alpilles, théâtre de la dernière rencontre de Michel, devient un lieu de pèlerinage pour de nombreuses familles touchées par des problèmes d'adoption. Une stèle commémorative y est érigée en 2008, portant cette inscription: à la mémoire de Michel Laroche et de toutes les victimes des adoptions illégales. Que leur sacrifice éclaire la vérité. L'inspecteur Claude Bonnard prend sa retraite en décembre 2006, marqué à vie par cette enquête qui aura défini les dernières années de sa carrière. Dans ses mémoires, publiés en 2010, il écrit « L'affaire Laroche m'a appris que la vérité, même tardive, vaut toujours mieux que le mensonge. » Michel est morte pour connaître ses origines, mais son sacrifice a permis à des centaines d'autres personnes de découvrir enfin leur véritable histoire. L'école Saint-Exupéry de Lyon rebaptise sa bibliothèque Médiathèque Michel Laroche, en hommage à l'institutrice disparue. Les élèves y étudient désormais l'histoire des adoptions illégales en France, perpétuant la mémoire de celle qui avait consacré sa vie à l'éducation des enfants. 16 ans après sa disparition mystérieuse sur la route nationale 7, Michel Laroche avait enfin trouvé la paix. Son combat pour la vérité, qui lui avait coûté la vie, avait ouvert la voie à une justice tant attendue pour des milliers de familles brisées par les adoptions illégales de l'après-guerre. Dans la mort, elle était devenue le symbole d'une quête universelle, celle de connaître ses véritables origines, quoi qu'il puisse en coûter. Cette affaire nous montre comment les secrets de famille, même enterrés depuis des décennies, finissent toujours par ressurgir. Le courage de Michel Laroche pour découvrir ses origines a coûté sa vie. Mais son sacrifice a permis de faire la lumière sur un scandale qui touchait des centaines de familles. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire? Avez-vous remarqué les indices qui pointaient vers le réseau d'adoptions illégales dès le début de l'enquête? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit de quête identitaire et de justice tardive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette reconstitution vous a marqué et partagez cette histoire avec quelqu'un qui s'intéresse aux grandes affaires criminelles françaises. La vérité, même douloureuse, mérite toujours d'être révélée.